Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. La France de l'à peu près, aux éditions de l'Observateur. Votre dernier livre, vous déplorez l'abandon de l'excellence à la française. Mais pardon, Nicolas, mais le luxe, l'aéronautique, nos grands chefs cuisiniers, les boîtes du CAC 40 qui font des profits records, les Kylian Mbappé, les touristes qui se déplacent en masse pour venir voir la France. Le génie français n'est pas moribond, non ? Non, mais vous avez mille fois raison. Et d'ailleurs, en fait, je cite voilà un grand nombre d'exemples que vous venez de donner. En fait, je regrette justement qu'on les montre pas plus en exemple. Parce que souvent, en fait, vous parlez des entreprises du CAC 40, elles sont très critiquées. Prenez LVMH, par exemple, qui pour moi est une très grande fierté française. 60 marques extraordinaires. Vous allez à l'autre bout du monde, vous arrivez à l'aéroport, vous voyez les marques d'LVMH. Une entreprise très prospère, qui réussit, qui paye bien, etc. Elle est très souvent critiquée, dirigée par l'homme le plus riche du monde. Moi, je trouve que c'est plutôt bien pour la France. Très critiqué aussi. Alors, si vous voulez m'emmener sur le terrain du football, puisque vous avez cité Kylian Mbappé, qui je trouve est une sorte d'incarnation aussi de l'excellence à la française, mais on voit bien que dès qu'il connaît la moindre maladresse aussi, tout le monde lui tombe dessus. Donc, moi je pense. Et c'est pas pareil dans les autres pays ? Non, moins, honnêtement, moins. Non, je pense qu'il faut vraiment mettre l'excellence française en avant. Et au fond, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que la France, c'est pas un pays qui chute, c'est pas un pays qui tombe. Il y a déjà beaucoup de livres là-dessus. Nicolas Bavresse, qu'on aime beaucoup, mais qui vient chez nous régulièrement. Évidemment. Et d'autres avant lui. Mais en fait, c'est très agréable de vivre en France, donc c'est pas ça. C'est plutôt le fait que d'imprécision en imprécision, de renoncement en renoncement, de petite lâcheté en petite lâcheté, on aboutit à d'énormes dysfonctionnements à l'hôpital, dans l'éducation nationale, etc. Donc il faut qu'on soit plus précis, plus engagé, et oui, qu'on vise l'excellence, parce que vous disiez le génie français n'est pas moribond, je suis 1000 fois d'accord. En fait, l'histoire de France, c'est une espèce de moteur à explosion. C'est-à-dire que c'est des périodes de déclin et des périodes justement de renaissance absolument extraordinaires. C'est pas un long fleuve tranquille. Ah non, pas du tout, c'est pas le Danemark. J'adore le Danemark, mais c'est pas le Danemark ou la Suisse ou l'Autriche. Ouais. Donc en gros, vous ne noircissez pas le tableau. Non. Les performances économiques de la France ne sont pas catastrophiques, mais il y a une marche à monter et la France pourrait être un pays vraiment extraordinaire à vivre parce qu'il y a une qualité de vie formidable. Et puis on a quand même, alors pardonnez-moi, vous connaissez ça par cœur, tous les gens qui nous regardent connaissent ça par cœur, mais la protection sociale la plus développée au monde. Pendant le Covid, on est le pays qui a le plus protégé, etc. Donc tout ça est quand même très, très agréable, mais ça ne tombe pas du ciel. Vous voyez, je ne veux pas nécessairement retourner sur le débat des retraites. On en a parlé 2000 fois et moi j'en peux plus. Peut-être c'est pareil pour vous, mais il y a un moment où le pays qui a le plus protégé ses concitoyens contre le Covid, il est logique aussi qu'on ait des devoirs et que ça ait une contrepartie. Vous voyez. Donc c'est ça ce que je voudrais faire comprendre. Et puis derrière, vous avez la question géopolitique très importante en ce moment, c'est-à-dire la question de la puissance de la France. Il faut aussi réinvestir la science, les technologies, la production d'innovation, parce que c'est aussi ça qui nous donne de la puissance au niveau géopolitique. Ouais. Mais au quotidien, cette culture du laisser-aller, de l'approximation, comment elle se matérialise au quotidien dans l'économie, dans la santé, l'éducation, la politique énergétique, l'administration, comment Alors, la politique énergétique, c'est un exemple parfait, en fait, notamment dans le domaine du nucléaire. Bon, ça aussi, il y a eu différentes présidences. Vous connaissez ça très bien. Il y a eu les choix de Hollande, puis les choix de Macron. Et puis, oui, les choix de Hollande, en l'occurrence, j'ai jamais pensé, j'ai jamais fait partie de ceux qui considéraient que François Hollande avait fait honte à la France. Pas du tout. Mais dans le domaine énergétique, ses choix étaient les mauvais. Et les choix d'Emmanuel Macron sont devenus les bons très tardivement, en réalité, puisque, en fait, Emmanuel Macron a appliquer l'accord qui avait été signé sur la diminution de la part du nucléaire dans la production d'électricité, cet accord qui avait été signé par le Parti socialiste et par les Verts dirigés par Cécile Duflot, formidable. Et donc Emmanuel Macron l'a appliqué pour avoir Nicolas Hulot comme ministre de l'écologie. Réussite absolument formidable sur tous les plans, à la fois politique et sur le fond, comme chacun a pu s'en rendre compte. Vous voyez, donc ça, évidemment, ça ne va pas. Ça va pas, et ça finit par se payer. Alors attendez, juste en 15 secondes, ce que vous me dites de donner un exemple. Un truc, et je vois bien dans le débat public, les gens, ils sont vent debout, une partie de l'opinion est vent debout contre ça et adhère à ce que je dis. Le fait qu'on ne corrige plus les fautes d'orthographe, par exemple, à l'école, au collège, au lycée, à partir du moment où on n'est plus dans le cours de français, on ne corrige plus les fautes d'orthographe. Mais ça, vous savez, ça finit par se payer. Ça finit par se payer cash, parce que on accumule les imprécisions, on a des gens qui parlent de moins en moins bien. Si vous n'êtes pas rigoureux en orthographe,
sans doute vous n'êtes pas rigoureux dans les autres disciplines, et finalement ça fait une dégradation de la productivité, au fond, qui finit par se payer économiquement. Donc là, on y est. Mais sur la santé, l'éducation, Oui. l'administration, en quoi il y a cette culture du laisser-aller et de l'approximation qui gagne du terrain? Alors, prenons le cas de l'hôpital. C'est intéressant parce que c'est le service public, sans doute, dans la qualité, c'est le plus dégradé ces 20 ou 30 dernières années, puisque en 2000, le système de santé français était considéré comme le meilleur au monde. C'était il y a quasiment 25 ans, mais c'était le cas. Et aujourd'hui, évidemment, c'est plus du tout le cas. Quiconque a fréquenté récemment les urgences ou l'hôpital comprend de quoi je parle. Pas que, il y a eu un manque de moyens, ça c'est clair, mais là, cette année, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, c'est plus de 100 milliards d'euros pour l'hôpital. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas d'argent dans l'hôpital. Aujourd'hui, c'est pas vrai. En fait, on a une accumulation de process, de mauvais management, d'organisation bureaucratique complètement délirante, d'absence de motivation des personnels soignants, qui font que, du coup, quand vous faites l'accumulation de tout ça, vous avez un système qui dysfonctionne complètement. Comme l'éducation nationale, parce que vous ne pouvez pas avoir des systèmes qui reposent uniquement sur la bonne volonté des gens. Au bout d'un moment, ça finit par s'effondrer. Ouais. Bon, à qui la faute? Vous allez me dire que c'est la faute du personnel politique, c'est ça Non. Ou c'est aussi la faute de l'état d'esprit général? Non, je suis désolé, c'est pas très vendeur quand on fait une promotion. C'est mieux de dire c'est la faute du personnel politique, c'est des nuls, etc. Je ne pense pas ça du tout. Je pense pas du tout que on le a les personnel dirigeants politique... qu'on mérite. Oui, d'ailleurs c'était le titre d'un livre de Chloé Morin que j'avais trouvé remarquable. On a les élus qu'on mérite. Elle a parfaitement raison. C'est nous qui les choisissons de toute façon. Donc c'est pas Après c'est une question d'offre aussi. Mais l'offre, elle est pas mal. L'offre politique en France, en tout cas, elle est diverse. À chaque élection présidentielle, il y a pléthore de candidats. À mon avis, il y en a trop d'ailleurs. Enfin, en tout cas, franchement, les gens qui n'arrivent pas à faire leur choix parmi les candidats, ils sont vraiment très difficiles. Il faut qu'ils se présentent eux-mêmes. Donc non, c'est pas ça. Non, c'est un état d'esprit qui est plus général, mais qu'on retrouve aussi, pardon, parce que je suis pas démago, dans beaucoup d'entreprises. Dans beaucoup d'entreprises. Moi, j'entends souvent, c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais il n'y a pas grand-chose. Heureusement, il n'y a pas grand-chose de grave dans la vie. On ne va pas se mettre à réagir uniquement parce qu'un truc n'est pas grave. Vous voyez, c'est d'imprécision en imprécision, de l'acheter managérial en l'acheter managérial. Finalement, on a une perte de valeur ajoutée de ce qu'on produit. Le fait, le lien aussi est tout fait comme avec la réforme des retraites, le fait que les Français refusent de travailler 2 ans de plus, est-ce que ça illustre un petit peu c'est à peu près qui a gagné toutes les strates de la société? Alors, moi, ce qui m'a le plus... qu'il y ait des gens qui refusent de travailler 2 ans de plus, c'est quelque chose que je peux tout à fait comprendre. Déjà, il y a des gens pour qui c'est difficile. Alors après, on essaie de mettre en place des dispositifs sur la pénibilité, les carrières longues, etc. Et puis, il y a aussi des gens qui n'en peuvent plus parce que dans leur boîte, le management dysfonctionne complètement, etc. Donc ça, je peux comprendre. Mais moi, je vais vous dire, ce qui m'a le plus choqué dans le débat sur les retraites, c'est pas qu'on ait ce débat qui est légitime. C'est le fait qu'on soit incapable de se mettre d'accord sur un diagnostic. C'est-à-dire que vous avez un organisme compétent, le Conseil d'orientation des retraites, qui nous dit, dans tous mes scénarios macroéconomiques, il y a du déficit, et je trouve... Mais rien de grave non plus. Non mais attendez, d'accord. Rien de grave. Je trouve encore des gens qui visiblement sont des spécialistes depuis 30 ans de la modélisation macroéconométrique en matière de retraite, puisqu'ils ont... Moi, ça n'est pas mon cas. Donc moi, pardonnez-moi, modestement, je prends les prévisions de ceux qui en font et qui sont compétents. Mais apparemment, dans le personnel politique, les insoumis sont apparemment tous des bac+12 en économétrie de la protection sociale, puisqu'ils nous disent qu'il n'y a pas forcément de problème de retraite. Vous voyez ? En fait, c'est absurde. Qu'on ait un débat sur est-ce qu'on joue plutôt sur l'âge, est-ce qu'on joue plutôt sur la durée de cotisation, est-ce qu'on joue, c'est un débat, sur les cotisations patronales par exemple. Moi je suis contre, mais c'est un débat qui est tout à fait intéressant et parfaitement légitime. Les augmenter notamment. Là-dessus, bien sûr, oui. Mais en fait on ne l'a pas eu. On a une espèce de débat, de crise d'hystérie en permanence où on parle de tout et n'importe quoi et puis on mélange tout. Alors les milliardaires doivent financer les retraites, alors... On est parti la semaine dernière, heureusement le sujet est complexe donc ça n'a pas duré trop longtemps, mais sur le rachat d'actions, donc la responsabilité des rachats d'actions. On a fait une émission là-dessus. Vous avez raison, parce que vous l'avez bien fait, mais on part sur tout et n'importe quoi, donc ça ne va pas. Bon, heureusement qu'il y a des gens comme vous. Et en même temps, bon libéral que vous êtes, vous n'avez pas précisé ce que je vais vous dire, mais vous allez me dire qu'on paye trop d'impôts en France et que c'est ça qui explique que la France est décrochée dans la compétition internationale et qu'il faut baisser les impôts. C'est pas la solution magique. Non, mais là, peut-être vous caricaturez un tout petit peu.
Le fait est qu'on paye beaucoup d'impôts en France, enfin de prélèvements obligatoires, impôts, les charges, les cotisations. Alors l'INSEE justement a publié, c'était hier ou avant-hier matin, enfin les comptes des administrations publiques pour 2022. Le taux de prélèvement obligatoire a encore augmenté l'année dernière. Alors il a augmenté d'ailleurs aussi pour de bonnes raisons, parce que les impôts rentrent bien. La TVA rentre bien, ça c'est de l'inflation. Bon, mais les bénéfices des entreprises sont élevés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc c'est bien. Mais on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde. Et il augmente. Je veux bien qu'on m'explique que le problème, pour résoudre nos problèmes, il faut augmenter les impôts. Mais avouez qu'en pure logique, ça ne devrait pas être le premier truc auquel on pense. Et j'ai parfois même la faiblesse de penser qu'on pourrait éventuellement les baisser. Pourtant, il nous a dit, le président public, qu'il baissait les impôts. Il les baisse pas. Alors, il a baissé il y a un impôt qui a baissé, qui a été supprimé. C'est la taxe d'habitation. Bon. Il y a des impôts pour les entreprises qui baissent, notamment les impôts de production, etc. Donc ils baissent un peu, mais à côté de ça, l'impôt sur les sociétés a baissé, mais il y a des recettes fiscales, comme il y a un peu d'activité économique. Comme quoi ça marche, quand on baisse les impôts, ça fait plus d'activité. Merci de faire le travail à ma place. Oui, mais au final, on paie plus d'impôts. Je suis d'accord. Oui, non, mais d'accord. Parfaitement, moi je suis complètement votre raisonnement. C'est vous tout à l'heure qui m'avez dit, vous dites, faut baisser les impôts, etc. Voilà, vous apportez vous-même la preuve que ça peut marcher. Ouais. Comment expliquer qu'avec des dépenses publiques parmi les plus élevées du monde, on ait encore un tel mécontentement des Français sur la qualité de nos services publics et qu'on demande toujours plus de moyens légitimes et on se dit mais on a tellement d'argent, pourquoi les Français, et c'est là quand on va dans les hôpitaux et aux urgences, effectivement on peut s'interroger. Non mais là vous mettez l'accent à mon avis sur un problème politique mais absolument majeur parce que les Français ont raison pour le coup, c'est-à-dire que la dépense publique en France est très importante, les prélèvements obligatoires sont importants et la qualité des services publics n'est pas bonne. On a ce débat là depuis des années, des années. C'est pas une vue de l'esprit. Alors, il y a des problèmes d'argent dans certains services publics, parce que la dépense publique en France, elle est très absorbée par la dépense sociale. Pardon, puisque vous m'emmenez sur ce terrain-là, mais notamment les retraites. Je vous le dis comme je le pense, je préfère qu'on travaille 2 ans de plus et qu'on ait un peu plus d'argent à mettre. Alors, la tuyauterie n'est pas directe, donc ce que je dis là est un peu. Ce sont des abus de langage. Mais je préfère qu'on mette de l'argent dans l'éducation pour augmenter les profs. Moi, je propose par exemple une augmentation de 20% de tous les enseignants là maintenant, parce que je considère que le salaire des enseignants, c'est un scandale et qu'on ne peut pas avoir un système qui fonctionne normalement si on paye les enseignants aussi peu. Donc, déjà, il y a un vrai problème d'affectation de la dépense publique. Puis après, vous avez des problèmes d'organisation qui sont majeurs. Pardonnez-moi, mais vous le savez très bien, quiconque va à l'hôpital voit concrètement, ou fréquente une école d'ailleurs pour ses enfants, voit tous les problèmes d'organisation et de bureaucratisation absurdes. Qu'est-ce qu'on répond à ceux qui pensent que l'hôpital a été néolibéralisé ? Alors là, l'hôpital est une structure publique, avec des prix qui sont fixés par une grille tarifaire, la T2A, fixée par les pouvoirs publics, dirigée par les fonctionnaires, qui fait travailler des fonctionnaires qui sont sous statut. Non mais voilà, pardonnez-moi, je veux bien qu'on m'explique ce qui est libéral là-dedans. C'est le système le plus anti-libéral qui puisse exister. Ceux qui nous disent que l'hôpital est victime du libéralisme ou du néolibéralisme sont pardonnez-moi, des escrocs intellectuels. C'est un mensonge, c'est pile l'inverse. Qu'on me donne un seul argument. Quand on me dit « Ah oui, mais c'est parce que l'hôpital, on essaie de baisser les dépenses, c'est comme une entreprise. » Et les entreprises ne sont pas gérées comme les hôpitaux, heureusement. Sinon, tous les salariés seraient malheureux. Heureusement que Moi, je vais vous dire, j'aimerais bien que les salariés des hôpitaux, ils soient traités comme dans les entreprises qui fonctionnent bien. Je pense que les choses iraient beaucoup mieux. Et ceux qui accusent Emmanuel Macron de casser l'État social, alors que là aussi nous avons les dépenses publiques les plus élevées au monde, 58% du PIB, c'est un abus de langage ? Vous faites un peu la réponse de la question. La dépense publique, elle a beaucoup augmenté. La France a été le pays... Et la dette n'a jamais autant augmenté, sous Macron d'ailleurs, soit dit en passant. Bien sûr, parce qu'il y a eu le quoi qu'il en coûte, il y a eu beaucoup de dépenses supplémentaires qui ont été financées par l'endettement, ce qui est un sujet aussi. C'est vrai que la dette n'a jamais autant augmenté sous une présidence. Oui, mais honnêtement, alors je pense que c'est un problème et qu'il faut s'attaquer sérieusement au sujet de la dette, ce que le gouvernement, à mon avis, ne fait pas suffisamment. 2024, voilà. Le Maire. Mais, en revanche, il est clair que le Covid a apporté de mémoire 10 ou 12 points de dette publique. Donc évidemment, ça a été massif. Juste sur le retour, pardon, je reviens au bouquin, même si on y est indirectement aussi. Comment on favorise cette excellence, ce retour à l'excellence concrètement ? Ouais, alors concrètement, je pense qu'il y a 2 choses. D'une part, je disais, je pense que la question de l'éducation nationale est absolument centrale. Donc il faut mieux payer les profs, mieux les recruter, leur donner davantage de responsabilités, mieux les évaluer aussi. Donc je pense que la réforme de l'éducation, mais c'est vraiment le sujet mais
mais 10 fois plus important que la question des retraites. Qu'on s'engueule sur l'éducation, ça je veux bien. Sur les retraites, franchement, c'est pour une réforme bénigne, non. Donc, la question de l'éducation, et après, cette question d'état d'esprit, je vous le disais au début de notre entretien, qui consiste à mettre en avant mais ce qui marche en France, l'excellence, les secteurs, vous parliez, le nucléaire, l'aéronautique, la pharmacie, il faut arrêter de taper sur tout ce qui marche. Le nucléaire, on a tapé dessus. Il y a un avion bashing en ce moment. Au lieu de dire on va décarboner l'avion, on va se retrousser les manches et la France va être le pays qui va décarboner l'aéronautique mondiale, on n'arrête pas de dire qu'il faut moins prendre l'avion. Bon, le domaine de la culture, il faut mettre en avant les artistes qui ont un rayonnement international. Alors Daft Punk joue plus, mais dans d'autres domaines, Eddie Slimane, voilà, il y a énormément de choses. On ne valorise pas assez. Assez clair. Mais attendez, on la dévalorise. Moi, je vois plein de bouquins, bouquins de développement personnel, surtout, cherchez pas l'excellence, parce que non, moi je dis l'inverse. Hein, cherchez l'excellence, vous l'atteindrez pas de toute façon. Donc c'est mieux de viser haut plutôt que de viser bas. Je pense que c'est plus épanouissant. Voilà, l'éloge de la médiocrité, etc. Enfin, tous les trucs démagos qui entretiennent les attaques contre la méritocratie aussi, qui sont de plus en plus importantes. Et donc voilà, tout ça qui, à mon avis, n'est pas digne de la France. Parce que après, c'est une question politique, hein, plus qu'économique. Tout dépend de la vision que vous avez de la France. Et moi, la vision que j'ai de la France, c'est une vision d'excellence. Les choix économiques du président Macron depuis 2017, est-ce qu'ils ont favorisé l'excellence ou est-ce qu'ils ont eux aussi versé dans l'à peu près? Alors, je pense que c'est les deux. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce livre. Moi, depuis 6 ans, je soutiens les réformes. Je trouve que tout ça va dans le bon sens. Et à aucun moment, je me suis dit, à part la fermeture de Fessenheim, mais en dehors de ça, à aucun moment, je me suis dit, on va pile dans la mauvaise direction. Je trouve qu'en général, on va dans la bonne direction. Mais ça va pas assez loin. C'est pas bien préparé. On voit l'exemple avec la réforme des retraites. La réforme des retraites, elle a été techniquement mal préparée. Moi, je la soutiens, hein, mais les affaires des 1200 €, tout ça n'était pas maîtrisé, etc. Et puis après, on n'évalue pas. Ça, c'est très important. Je sais que ce n'est pas trop dans le radar médiatique, mais nos lois en France ne sont quasiment jamais évaluées. Qu'il s'agisse d'ailleurs de lois relevant du domaine économique ou du domaine sociétal. Je participais hier sur la chaîne parlementaire que vous connaissez à un débat, enfin je ne participais pas directement, mais j'écoutais un débat sur la loi Claes-Leonetti sur la fin de vie. J'apprenais avec consternation qu'elle n'a jamais été évaluante. Là, des députés, notamment Olivier Falorni, qui en font un remarquable bilan, mais ça n'avait jamais été fait. Vous voyez, ça participe pas de l'excellence. Bon, après, il y aura une élection, il y aura 2027. Il y a plusieurs choix politiques, il y a les choix des populistes aussi, de droite comme de gauche. Pour vous, c'est pas une solution en même temps? Certains vous diront que comment le savoir a priori puisqu'on n'a jamais essayé? Ah oui, mais d'autres ont essayé le populisme. Hein. L'Argentine a essayé avec le péronisme, par exemple. Elle ne s'en est jamais remis. Le Royaume-Uni l'a essayé. Ils ont fait le Brexit. Hein. Magnifique résultat. Ça n'a apporté que des problèmes. Les Américains ont essayé avec Trump. Et puis vous avez le populisme aussi de nos révolutionnaires hein, chez nous. Le populisme vénézuélien, mexicain, je veux dire, que des catastrophes. Mais c'est pire que ça, c'est que quand un pays fait le choix du populisme, il peut ne pas s'en remettre. Donc je ne veux pas ça. Ou mettre très longtemps pour s'en remettre. Ou mettre très longtemps pour s'en remettre, je ne veux pas ça pour la France, mais ça veut dire que les gens qui sont non populistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, doivent avoir des discours qui sont des discours forts, des discours politiques intéressants, avec du contenu. Et ça, on l'a un peu perdu. Bon, il faut lire La France de l'à peu près pour se faire sa propre opinion. C'est Nicolas Bouzou, c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup. David. Bye bye, ciao.